Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Ah, déjà, on va parler de ça. Ça m'a profondément choqué. Question essentielle. Sommes-nous en bear market crypto? Vous êtes donc un tiers à dire oui, deux tiers à dire non. Je pense qu'en fait, on est un tout petit peu trop chaud actuellement sur cet écosystème. J'aurais franchement préféré avoir du 50-50. J'aurais franchement aimé avoir same ici. Malheureusement, on ne le constate pas. Donc, nous avons bel et bien des doutes. Les certitudes ou les croyances restent fortes ici, mais plutôt à la hausse. Donc, il faut donc essayer de rebasculer ou en tout cas essayer d'amener ce type de choses à 50-50. Et c'est pas à 100 000 $ que vous le trouverez à 50-50, c'est potentiellement sous les 100 000 $ que le créera les certitudes et qu'à ce moment-là, les plus courageux, les plus guerriers d'entre nous, potentiellement, essaieront de dire non, on n'est pas en bear market, on est en all, en tout ce que vous voulez et on va partir plus haut. Si ça reste sur ce type de grandeur, à ce moment-là, on part en bear market, mais de court terme, ça durera un an, quoi. Mais faites attention parce que ça risque de nous coûter extrêmement cher. There's a bill in DC that needs to get passed, hopefully in the next 6 weeks. If that does, I think that'll give crypto a real jolt to the upside. C'est Mike Novogratz, à la tête de Galaxy Digital, le plus gros fonds crypto au monde. L'interview qu'il vient de donner à CNBC est très intéressante. Il nous explique que absolument rien n'est joué sur cette fin d'année. Il ne parle pas forcément des arrivées des ETF, des institutionnels, voire des réserves de Bitcoin et d'autres cryptos. Ce qu'il nous dit, et c'est très intéressant, c'est qu'il y a eu le Genius Act, c'était la première lame, et qu'en ce moment, le Market Structure Bill, c'est quelque chose qui va être absolument monstrueux. La feuille de route de Donald Trump, c'est de finir tout ça et d'autres lois à venir surtout. Il évoque d'autres lois qui devraient encore venir pour encore mieux structurer et faire des USA la capitale mondiale de très très loin. Et que ça devrait arriver avant la fin de l'année et que le marché va finir par le pricer. Et c'est intéressant, il parle des 6 prochaines semaines, ça nous donne à début décembre. Et à l'instant où je tourne la vidéo, on est le 22 octobre, les mêmes coins, c'est 55 milliards de market cap tout confondu. Donc c'est une vraie classe d'actifs, je me répète, c'est un vrai truc. Pour moi, c'est finalement la voie privilégiée des retail, des nouveaux, parce que souvent, en fait, les nouveaux, quand ils arrivent côté crypto, ils voient genre Bitcoin à genre 120 000, et puis ils vont se dire, tiens, ici, on a le Dogecoin qui est à 20 centimes, si ça arrive à 1 $, et ben chez x5, et en fait, ils font ce même raisonnement avec plein de mêmes coins. Un raisonnement qui est bien sûr complètement faux, mais du coup, entre le côté très facile d'accès, le côté marrant et le côté potentiellement on va devenir riche, et bien les mêmes coins performent, les gens adorent tout ce qui est même coin, mais c'est vrai que c'est la jungle, à part finalement le top 100, on va dire, qui est à peu près sérieux, et qui est là pour rester un certain temps. Tout le reste, c'est quasiment que de la merde. 9 projets sur 10 sont voués à mourir. En vrai, pas que côté memecoin, côté tout, on l'a vu aussi avec la blockchain Cadena qui est morte, je crois, hier ou avant-hier. Donc voilà, retenez que quasiment tout est du bullshit. Et en final, en fait, c'est juste là pour en mettre plein les fouilles côté team et investisseurs. Et donc, nous, il faut pouvoir se dépêtrer dans cette jungle. Et côté memecoin, c'est encore plus la jungle puisqu'il y a des dizaines de milliers de memecoins qui sont créés tous les jours. On les voit ici sur Dexriner avec actuellement une très grosse tendance côté BNB Chain qui est d'ailleurs en train de se tarir. On voit qu'il y a un retour côté Solana. Et de toute façon, la blockchain Solana, ça reste la blockchain, on va dire, reine dans les memecoins. 90%, je vais vous dire un truc, mais 90%, peut-être plus, mais je suis gentil, 90% des youtubeurs, c'est pas vos amis, ils sont pas là pour vous faire gagner de l'argent, ils sont là pour eux gagner de l'argent. Après, je critique pas. Pourquoi? Parce que c'est normal. C'est humain. On est des êtres humains. Et 90% des humains sont égoïstes. Ils vont penser à eux avant aux autres. Et même vous qui regardez la vidéo, 90% d'entre vous, dans leur situation, vous ferez à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire, vous avez une chaîne YouTube, il y a un projet, il vient vous voir, il vous dit, alors vous êtes pauvre, vous galérez, et là il y a un projet, il vous dit, je vous donne 20 000 pour parler de ma crypto. Même si vous savez que c'est peut-être plus ou moins un scam, il y a de fortes chances que 90% d'entre vous, vous allez dire oui. Parce que c'est humain, vous allez penser à vous avant les autres. Mais tu penses que c'est trop risqué d'acheter les dips en longue? Regarde, l'événement qu'on a eu là, les mecs. Est-ce que ça ne doit pas servir de leçon? Franchement, après, gérez votre risque comme vous voulez. Moi, je vous dis ce qui marche. Je vous dis, trading
Et effet de levier, évitez. Voilà. Vous pouvez gagner sur le court terme, il n'y a pas de problème. Si tu veux absolument le faire, fais-le avec une petite partie de ton portefeuille. Mais la majorité, 95-97%, c'est en spot. C'est tout. Les mecs qui vont te dire achète des dips en longue, ouais ça marche, mais qu'est-ce qui te dit que le dip il va pas continuer de dipping, tu vois, genre et que même les mecs qui avaient acheté le dip en 2022 sur les alts, bah là on est retrouvé sur des niveaux plus bas que 2022. Ils se sont fait liquider, les mecs ils avaient acheté le dip en longue, ils étaient bien, ça faisait 3 ans et demi qu'ils étaient bien. Bah là ils étaient plus bien. Donc non, je dirais pas que c'était important. C'est pas, en tout cas, c'est pas par là qu'il faut passer. Celui qui prétend savoir si le top est connu oui ou non de manière affirmative, c'est quelqu'un qui malheureusement prend pas que de l'eau, d'accord? Il est en train de boire d'autres choses, prendre des choses qui sont pas franchement licites. Bref, vous aurez compris, c'est quelqu'un qui est un peu fou dans sa tête, d'accord? Tu ne sais pas, t'as aucune preuve. La preuve, ça sera le futur. Mais tu ne sais pas. Peu importe les indicateurs, peu importe les croyances, peu importe les indices, tu ne peux pas prétendre et savoir à 100% ce qui va se passer dans l'avenir. Autrement, tu es un génie, bravo, on t'applaudit tous et c'est trop bien. Voilà, en gros, voilà. Votre compte bancaire va disparaître. Pas à cause d'une crise, pas à cause d'un crash, mais parce qu'il est en train de devenir obsolète. Dans moins de 5 ans, vous n'aurez plus de compte en banque, vous aurez un wallet. On parle toujours du Bitcoin comme de la grande révolution monétaire, mais la vraie bataille, celle qui va transformer nos comptes bancaires en simple wallet, se joue ailleurs. Et elle ne vient pas du Bitcoin. Elle se joue dans l'ombre, avec les stablecoins. Donald Trump, le premier président stablecoin de l'histoire, a lancé le coup d'envoi pour cette transformation intégrale, et personne n'en parle vraiment. Et voilà que l'ensemble du système monétaire mondial se redessine. Nos comptes bancaires vont devenir des wallets, les rails de paiement vont passer sur les blockchains, les banques vont devenir des poules de liquidités, la frontière entre FinTech, banque et DeFi va s'effacer. Les crédits et produits financiers seront émis directement via des smart contracts. La liste des changements est longue et déjà la concurrence fait rage pour se placer comme leader de ce prochain système. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette transformation silencieuse va impacter votre portefeuille, votre liberté financière, et pourquoi vous devez comprendre ça maintenant pour avoir un coup d'avance. Parce qu'il y a un détail qu'on ne vous dit pas, un détail qui change absolument tout. Quoi de mieux que prendre du recul que de regarder ici notre ami AI16Z Crypto, donc le groupe qui a sorti leurs papers annuels pour montrer tout simplement l'évolution du secteur et qu'est-ce qui est en train de se passer. Et bien j'ai envie de vous dire que c'est positif, même très très positif, étant donné qu'on a une augmentation des transferts sur les stablecoins. Quand on regarde le volume de transactions sur les 12 derniers mois et qu'on compare à Visa et PayPal, on est exactement entre les deux et on se rapproche tranquillement de Visa pour potentiellement le dépasser. Et on voit qu'on est vraiment dans une dynamique où c'est le plus intéressant comme moyen de transfert et surtout le moins coûteux. Et même pour aller encore plus loin, toujours en dézoomant, on va voir que on est dans une augmentation assez impressionnante du nombre d'utilisateurs, plus 10 millions d'utilisateurs actifs journalièrement, d'accord? On est vraiment dans des personnes qui utilisent concrètement la blockchain et la crypto. Donc ça montre qu'on a vraiment une grosse évolution. Et ensuite, dans les owners crypto, pareil, une très belle évolution. On est passé à 716 millions de détenteurs de crypto. Donc on est toujours dans une croissance énorme. Cette croissance nous montre qu'il y a toujours une adhésion et que c'est en train de grossir petit à petit. De toute façon, on le voit dans le changement de la vision. Pas en Europe, en d'accord, et surtout pas en France, mais de Bitcoin, juste ça suffit pour montrer qu'il y a réellement un chiffre qui est en train d'avoir lieu, et principalement des institutionnels. Satoshi Nakamoto connaissait très bien ce bouquin, celui-ci, voilà. La route de la servitude de Friedrich August Hayek. Et ce livre, il est un peu compliqué à lire, mais vraiment super intéressant, d'autant plus qu'il est encore d'actualité aujourd'hui, il a été écrit il y a très longtemps, et il vous montre typiquement que vous soyez dans un modèle communiste ou socialiste, à partir du moment où vous donnez de plus en plus de pouvoir à l'État, ça se termine toujours et systématiquement par des restrictions et des baisses de liberté. Des baisses de pouvoir d'achat, des baisses de liberté, etc. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Voilà. On a une montée, évidemment, du socialisme, du populisme et de tout ce qu'on veut. Et à chaque fois, ça a pour objectif de donner encore plus de pouvoir au gouvernement. Et si ce bouquin doit nous renseigner sur quelque chose, c'est justement à chaque fois comment ça se termine. Et pour moi, l'Europe est clairement dedans. Il est clairement dedans. Et donc, qu'on décide de quitter, théoriquement, d'un point de vue géographique, l'Europe, ça n'empêche pas que tu as toujours la même mentalité, la même psychologie, la même philosophie de vie. Et à chaque fois que tu donnes plus de pouvoir à l'État,
Mais ça, c'est valable. Je dis communiste, socialiste et tout, et peu importe le bord politique, on s'en fout. Du moment où tu donnes plus de pouvoir à l'État, ça se termine toujours par des restrictions et des privations de liberté. Ça ne t'a certainement pas échappé, les États-Unis enregistrent des déficits historiques avec une dette qui s'établit aujourd'hui au-delà des 36 000 milliards de dollars. Ce qui met la Réserve fédérale dans une situation délicate. D'un côté, l'inflation reste élevée et menace le pouvoir d'achat, tandis que de l'autre côté, un maintien des taux d'intérêt à leur niveau actuel rendrait la dette du gouvernement américain totalement insoutenable. Objectif de Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche, refinancer cette dette à moindre coût et pas seulement via un nouvel emprunt effectué après une nouvelle baisse des taux. Parce que dans le même temps, la confiance envers les obligations d'État américaines et la confiance envers le dollar diminuent significativement. Les pays des BRICS, la Chine, l'Inde et la Russie en tête, effectuent notamment de plus en plus de transactions pétrolières en dehors du dollar américain. Ce qui affaiblit un des fondements de l'économie actuelle que tu connais peut-être, je veux parler du pétrodollar. Le problème, c'est que là, on se retrouve dans une situation où le système, il est à bout de souffle. On commence à avoir des impacts concrets et tangibles de cette politique monétaire qui était menée par la Fed, et c'est pour ça qu'on est dans une situation qui est complexe. Alors, ces impacts, qu'est-ce que c'est concrètement ? Pour commencer, il va falloir qu'on parle d'un truc qui s'appelle le Reverse Repo Facility, le RRP. C'est un concept qui est un peu compliqué à comprendre, mais ce qu'il faut que vous vous dites, c'est que c'est un accord entre la Fed et des institutions bancaires, on va dire des banques pour faire plus simple. C'est un accord de rachat de titres et de rachat de liquidités. Concrètement, les banques peuvent aller voir la Fed en disant, bah voilà, là j'ai des excédents de liquidités actuellement, je vous donne ces liquidités-là et en échange vous me donnez des titres comme des bons du Trésor américain, par exemple. Par contre, on signe un accord de rachat, c'est-à-dire que quand je reviendrai dans 1 an, par exemple, ben vous me reprenez ces titres et vous me rendez mes liquidités. Et évidemment, ça marche dans les deux sens, bien entendu. Et donc, ce Reverse Repo Facility, si on le regarde, en tout cas on regarde la courbe d'évolution, on voit qu'effectivement en 2022, on était à un niveau de trésorerie qui était très élevé dans les caisses de la Fed. On avait 2300, 2400, 2500 milliards de dollars environ, ce qui voulait dire qu'il y avait beaucoup de banques qui étaient allées donner leur liquidité à la Fed en échange de ces titres-là parce qu'il y avait des excédents de liquidité sur le marché. En fait, la Fed joue avec ça comme un régulateur de la liquidité. Le truc, c'est que, étant donné qu'il y a eu cette politique de resserrement monétaire, il y avait beaucoup moins de liquidités disponibles sur les marchés et notamment pour les banques. Et donc, forcément, petit à petit, chaque mois, elles venaient toquer à la porte de la Fed en disant, là, j'ai besoin de mes liquidités. Donc, je vous rends vos titres, rendez-moi mes liquidités. Ce qui fait que les caisses de cette trésorerie, en fait, se sont vidées concrètement, au point où, si on regarde les derniers chiffres, en fait, aujourd'hui, on est en dessous des 4 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de disponible dans ce système de trésorerie de la Fed. C'est-à-dire que toutes les banques sont venues récupérer leur liquidité parce qu'elles en avaient besoin. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir ? En fait, ça veut dire que concrètement, la Fed, pendant qu'elle menait cette politique de resserrement monétaire, elle savait d'une certaine manière que ça allait pas avoir d'impact direct pour les banques parce que les banques pouvaient récupérer facilement cette liquidité. Maintenant qu'elles ne peuvent plus le faire, en fait, elles sont tout simplement livrées elles-mêmes. En fait, la Fed n'a plus ce matelas de sécurité, c'est ce qu'on expliquait là, elle n'a plus ce matelas de sécurité pour défendre le système financier américain. Donc elle sait qu'elle est au pied du mur. Et il y a d'autres éléments qui vont dans ce sens-là, c'est que les réserves des banques auprès de la Fed, elles sont tombées en dessous de 3 trillions de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que c'est un niveau que même la Fed considère comme étant une limite où on peut dire ça y est, là vraiment les liquidités sont devenues extrêmement rares, c'est assez catastrophique. Et le dernier élément qui intervient dans tout ça, c'est le Standing Repo Facility. Alors repo, pour rappel, c'est vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir ce contrat de rachat finalement entre les banques et la Fed. Et le truc, c'est que lorsque les banques n'arrivent plus à trouver des liquidités sur les marchés interbancaires, c'est-à-dire que plus aucune banque n'est capable de fournir des liquidités pour les autres, elles ont le besoin d'aller toquer à la dernière porte qui reste. Et en fait, c'est ce SRF, c'est le dernier levier d'urgence qui est mis à disposition par la Fed. Et le truc, c'est que si vous regardez ces derniers jours, l'utilisation du SRF a complètement explosé. Et quand ça explose, ça veut vraiment dire que les banques, elles sont à l'agonie. Aujourd'hui, place aux publications d'Intel, Unilever, Ford, T-Mobile, Honeywell et Newmont, entre autres. Côté macro, la BNS s'exprimera, les ventes de maisons existantes sortiront aux États-Unis et tout le monde attend bien sûr le CPI de demain. Le CPI exceptionnel où on a fait revenir les mecs du BLS juste pour calculer ça. Et pour le reste, on attend le prochain tweet, le prochain post sur Truth Social, parce qu'à ce stade, à quoi bon se lever au trône ? Concernant le dollar avant de passer au gold,
Le dollar qui, pour le moment, a bien tenu son dernier creux. Donc, la dynamique est toujours haussière ici. Hein. Creux, sommet, ascendant. Ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, l'idée, c'est toujours d'essayer d'aller livrer le previous quarterly high. Et pareil, tant qu'on n'a pas livré ici, on peut pas trop se fier à est-ce qu'on aura un trimestre baissier du dollar, avec pour objectif, éventuellement, fin de trimestre, peut-être, le plus bas de l'année de 2025. Hein. Donc, début de trimestre prochain, si on prend le previous yearly low, pour moi, ça serait vraiment, je pense, vraiment le dernier dip du dernier dip avant en Q1 2026 haussier. Si jamais on prend le previous quarterly high et que le marché se reverse pas, je pense qu'on ira se faire nos buy side un petit peu plus haut et on aura un dollar haussier sur ce trimestre. Mais bon, là, c'est un petit peu compliqué de se... pour moi, il y a des signaux de retournement, prise de liquidité, breaker block. Pour l'instant, ce flux, pour moi, est toujours haussier. Donc, à voir si on va réussir à résoudre ou pas ce fair value gap daily. Si c'est le cas, ça pourrait être éventuellement le premier signal pour aller push le previous quarterly high. Mais pour le moment, voilà, les indices s'en foutent un petit peu de ce push du dollar. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire que ça va. Par contre, le gold subit sa première correction. Il y a eu un premier gros dip. Bon, après, il faut s'y attendre. Après des pushes aussi importants, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Allez, dans les points positifs, on a un mégaphone bottom en weekly. Alors, on a vu qu'au niveau du chartisme, on peut être piégé. Donc, je vous le mets à titre informel. Je ne vais pas miser la maison là-dessus ou rien qu'à là-dessus. On a surtout eu une divergence baissière qui nous a amené 3 semaines de baisse. Et là, maintenant, on a une divergence haussière cachée en formation. Espérons qu'elle arrive à son terme et que ça pousse pour nous ramener sur le haut de ce wedge. Quant au stock RSI, il est plutôt proche de l'oversold. Donc, on serait content si ça repart plutôt au nord, ça boosterait. Et le MACD est, quant à lui, assez neutre. Donc voilà, vous avez du plus, du moins. Il va falloir suivre ça de près pour savoir les tendances qui vont suivre sur les semaines à venir. On est dans la tranche, que ce soit autant par rapport au cycle, au point bas précédent. Donc ici, par exemple, on parle de novembre-décembre 2022, lorsque BTC avait touché les 15 000 $, ou depuis le dernier ATH, ou même depuis le précédent halving, on est exactement... Ça, c'est un graphe de James Check qui, justement, en fait, le relève bien. On est exactement là dans cette phase où les 2 précédents cycles, on était sur les ATH de 2017 et de 2021. Donc, on est vraiment dans cette tranche-là. Et donc, évidemment, que beaucoup d'investisseurs commencent à se poser la question. Et on le verra dans les charts, il y a aussi beaucoup de personnes qui prennent des profits potentiellement parce que les pro-cycles de 4 ans sont vraiment en train de se dire c'est le moment de sortir, peu importe qu'on soit en euphorie, qu'on n'ait pas eu un super ATH, un super cycle, etc. C'est le moment de prendre des gains. Ouais, c'est super intéressant parce que en ce moment, on sent vraiment qu'on est un peu sur la pente glissante, tu vois, ça joue avec les supports, on a quand même eu une descente assez rapide et notamment du côté des altcoins. Alors, la problématique, c'est que quand tu regardes les alts hors des trucs à peu près capitalisés ou qui ont bien marché sur ce cycle, donc ça se compte sur les doigts maximum des 2 mains, eh bien, la plupart des autres alts sont déjà en bear market et depuis 1 an et demi. Donc, quand on dit bear market, quand on dit prendre ses profits, etc., tous les gens qui sont que dans les altcoins, ils savent pas du tout pourquoi on dit ça et ils ont l'impression que le cycle n'a pas eu lieu tout court. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de jauger justement de si Bitcoin peut nous faire une correction plus marquée là dans les prochains mois et ce qui entraînerait de nouveau les alts très certainement vers des nouveaux points bas. Enfin bref, je vous fais pas le tableau. Ou de si on est un peu dans cet entre-deux avec peut-être une phase un peu plus dynamique. Si jamais le gold aussi venait à lâcher un peu de son propre market cap, il faut forcément que ces flux financiers aillent quelque part. Est-ce qu'ils iront dans les actions ? Est-ce qu'ils iront en cash ? Est-ce qu'ils iront dans les cryptos, dans le Bitcoin ? Voilà, c'est encore beaucoup de questionnements pour trop peu de réponses comme d'habitude. Mais on essaie de vous donner un sentiment qui colle aussi à notre ressenti du moment et à ce que nous donnent les datas. Comme on disait, on est sur une saisonnalité de fin de cycle, mais tout en ayant eu l'impression que pour les altcoins, en grande majorité, il n'y a pas eu de cycle. Donc, on passe maintenant sur Ether en weekly et Ether nous a sauvé son weekly en clôturant globalement aux 4 000 $. On est légèrement en dessous. On est ici à 3 980 $. Donc, on est globalement toujours sur le support des 4 000 $. Il faut savoir qu'un support, c'est jamais un prix fixe. C'est vraiment une zone. Donc, ici, en weekly, la zone des 4 000. Évidemment, si on vient clôturer
la bougie hebdomadaire à 3400 $, on n'est plus du tout dans la zone des 4000. Mais clôturer à 3950, 980, ça reste toujours correct au niveau du support. Donc c'est pour ça qu'on a toujours cette position sur Ethereum. Ethereum est toujours en zone de bull market. Alors, ici, on est vraiment dans un cas typique où on a eu une forte hausse très rapide, quasiment sans correction. Il faut maintenant laisser un peu le temps au marché de digérer toute cette hausse-là. Et une fois que le marché aura digéré ça, bien potentiellement reprendre une hausse. En tout cas, tant qu'on reste au-dessus des 4000, pour moi, la suite du marché, ça devrait être un bull market sur Ethereum. Je ne sais pas jusqu'où on ira, mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus des 4000, eh bien, c'est quelque chose qui est encore largement jouable. Et au plus vous allez entendre des personnes qui vous disent que le bull market est terminé et que Ethereum n'ira jamais à 5000 $, au plus les probabilités pour qu'on y aille deviendront grandes. Donc ça, c'est globalement pour Ether. Ether en weekly toujours au-dessus. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.